Nasser le Doc, le magazine d'investigation complément d'enquête ce soir sur France Télé, éreinte le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, son omnipotence à la Ligue, le conflit d'intérêts, l'armée numérique, harcèlement numérique, barbouzerie, son ancien majordome humilié. Un doc à charge alors que sportivement, le Paris Saint-Germain séduit de plus en plus de monde cette saison. Quel impact aura ce documentaire dans cette saison? Pour vous, ce doc plombe-t-elle la belle saison du Paris Saint-Germain? Je vais donner la parole à Hugo Guillemette. Tiens. Hugo, qu'est-ce que vous en pensez? En ce qui concerne la saison du Paris Saint-Germain? Ah non, l'impact de ce document par rapport à la perception qu'on a. C'est l'esprit de la question. Non, moi je pense que ça n'a pas d'impact sur la saison du PSG, sur sa réussite sportive et sur l'engouement que génère cette équipe de Luis Enrique. En revanche, c'est un gros impact quand même sur l'image institutionnelle du club, sur l'image de Nasser lui-même et l'image du Qatar, parce que on parle de soft power, ils sont là pour ça quand même, les Qataris. C'est pas de la philanthropie, ils ont pris le Paris Saint-Germain et beaucoup d'autres investissements d'ailleurs en France, de l'immobilier, etc., etc. Mais parce que pour du soft power, pour disons, améliorer l'image de leur pays à travers le monde. Et des choses comme ça qui sont révélées, je trouve ça assez terrible pour l'image du Qatar, son fonctionnement. Ce qui ressort de ce qu'on sait déjà depuis plusieurs semaines, ce qui a été confirmé et détaillé dans le doc qu'on a pu voir, c'est que enfin, vraiment, c'est au-delà même de sa manière de travailler. Nasser El-Khelaifi, il y a une... Psychologiquement, il y a une absence d'empathie ou de bienveillance envers tous les gens avec qui il collabore, avec qui il est en concurrence ou avec qui il travaille, qui est assez inquiétante. On prend, on jette, on s'en sert. C'est ça. Même des gens qui ont été ses amis. Qui ont été vraiment jetés, évincés de manière violente. Je rebondis, je vous donne la main, mais quand l'image est en jeu, l'affect n'est pas en jeu, la perception elle n'est pas en jeu. Là, l'image, elle est très écornée pour moi. Moi, si je suis le Qatar, après, là, c'est l'ami intime de l'émir. Mais le Qatar, parce que Nasser, c'est quelqu'un, c'est un employé du Qatar. Donc le Qatar, en voyant des trucs pareils, à un moment donné, ils peuvent se poser la question de sortir Nasser et de mettre quelqu'un d'autre. Oui, en général. Enfin, là, quand même, l'une des grosses révélations du doc qu'on a vu ce soir, justement, c'est que tu dis ami intime, ça va au-delà, parce qu'en gros, il y a un témoin quand même qui dit face caméra, non pas face caméra d'ailleurs, mais il dit Nasser met à disposition son pied-à-terre parisien pour que l'émir s'envoie en l'air, quoi. Donc c'est ça, ça donne quand même une idée. Et nous, on a peut-être du mal en tant que Européen. Oui, parce que c'est. Non, mais ce que je. Moi, c'est pas ça le plus pour grand. répondre à votre question, Olivier. Moi, je crois, malheureusement comme Hugo, que ça n'aura pas d'impact. C'est-à-dire que ça n'a pas d'impact sur ceux qui aiment le PSG, aimeront le PSG et inversement. Et ceux qui ne les aiment pas... Parce que, moi, quand je dis, vous me chambrez, je ne dis pas ça par cabotisme, citoyen, bonsoir. Je dis ça parce que j'aimerais qu'on ait sur le sport, précisément, un regard de citoyen, qu'on n'oublie pas le citoyen qui est en nous quand on rentre dans un stade de foot à tous égards. Donc, qu'on ne soit pas homophobe, qu'on ne soit pas raciste, voilà, qu'on ait un comportement de citoyen. Et souvent, on l'oublie quand on est... C'est des débats que j'ai avec beaucoup d'amis. J'ai un célèbre acteur français très engagé à gauche. Je lui dis, mais comment, toi, avec tes valeurs et tes discours, tu peux débranches le cerveau quand mettre ton écharpe PSG au-dessus de ta tête pendant les matchs. Bon, chacun a sa vie. Hein, et chacun place le sport où il le veut dans sa vie, finalement. Exactement. On peut aussi comprendre qu'on a besoin de décompresser. Pourquoi il ne pourrait pas mettre son écharpe PSG? Parce que ce club-là appartient à un État qui n'est pas n'importe quel État, qui est un État esclavagiste, et que les fonctionnements de Nasser El-Khelaifi avec les gens qui l'entourent, ils sont très imprégnés de cette culture-là. C'est-à-dire que le subordonné est un esclave, c'est pas un concitoyen qui on parle d'égal à égal. Oui, c'est pas spécifique au Qatar, il y a plein de... c'est spécifique aux monarchies du Golfe. Non, pas qu'aux monarchies du Golfe. Il y a plein de pays aussi en Afrique où nous, on a eu exactement le même comportement pendant des siècles et des siècles. Et donc, moi, ce mais là, on n'est pas pendant des siècles et des siècles, Claude Leroy. On est en 2025 en France, à Paris. On n'est pas à Alger en 1800. On peut refaire toute l'histoire du monde, évidemment. On est bien d'accord, mais moi, je n'ai pas été aussi désarçonné que ça par ce documentaire. On peut faire des documentaires sur n'importe quoi avec des gens qui ont été écartés partout, tout le temps, et qui, quelquefois, sont un petit peu revanchards, qui ne se montrent pas, même si, quand on sait certains qui y sont, qui ne disent pas devant tout le monde exactement ce qu'ils ont fait. Moi, c'est ce qui me gêne un peu. Les grandes
des grands discours de Nasser El-Khelaifi qui dit à Textor qu'il est un cow-boy. Non, mais là, ça ne tient pas que sur des témoignages de gens qui ont été évincés. Il y a aussi les faits et justement la révélation. Mais justement, parce que tu parles de cette réunion, l'enregistrement, je t'invite à regarder, parce que ça a fuité, les 25 minutes d'enregistrement qui sont disponibles. C'est hallucinant de voir la manière, en fait, de s'adresser aux gens de Nasser, mais même sans raison. Et là où je me pose la question un peu sur la psychologie du personnage, c'est que tous les autres présidents sont obligés un petit peu de jouer au psy avec lui à chaque fois qu'il a pris la parole en lui disant « Mais Nasser, on ne t'a pas attaqué, on n'a pas attaqué BeIN, on dit juste que l'offre de DAZN n'est pas compatible avec celle de BeIN. Alors il faut qu'on en discute. » Et ils sont tous là à essayer de le ménager, à essayer de le calmer. Et lui, il ne fait que s'énerver. Et in fine, ils votent tous pour que... Mais non, mais mais ils sont soumis à son pouvoir et à son argent et donc à son pouvoir. C'est ça la réalité in fine. Il y a Véronique Rabiot qui témoigne alors après le doc, donc c'est la maman d'Adrien, un conflit avec le Paris Saint-Germain. Précisons Olivier qu'on a commencé l'émission, le doc était pas là, donc nous, moi c'est un peu citoyen qui regarde la télé, je ne l'ai pas vu en priorité avant, donc j'ai vu 50 minutes. Mais justement, il y a l'interview de Mme Rabiot, on l'a pas vu avant. Il y a des petites phrases qui ont fuité. Je pense que je le connais bien. C'est Véronique Rabiot qui parle de Nasser El-Khelaifi. Il peut être sympathique, abordable. Il peut être franchement désagréable. Il y a eu des tensions à partir de 2018, cette fameuse non-prolongation. Donc voilà. Quand Adrien a souhaité partir, il ne gère pas le nom. Voilà. Et là, je reviens un petit peu à l'échange entre Claude et Hugo. Il ne gère pas le nom. Il m'a dit que ça sera la guerre. Bon, c'est effectivement été la guerre. Ah, vous faites l'amour, Philippe Sansfourche. Je vous invite à... Non, j'ai l'impression que vous... Non, après, on n'apprend pas grand-chose sur sa personnalité. Non. Le fait qu'il ne gère pas le nom, bah, évidemment, puisque, encore une fois, comme on l'a dit, il n'est que l'émanation de l'émir et de l'État qu'il représente. Donc, à partir du moment où le Qatar ne place pas le nom comme solution possible dans son schéma de négociation, lui, il agit de la même manière. Et comme il a de multiples casquettes, c'est ça. En fait, il est contraint en permanence de devoir mettre la pression. Mais c'est toujours une question d'argent avec le Qatar. J'ai l'impression qu'ils viennent, ils achètent et en fait, vous devenez un peu leur chose. Ces sentiments-là, parfois, oui, mais tous les gens qui travaillent avec le Qatar, vous le direz. Le Qatar ou les gens du Golfe, non, dans tous les domaines. Après, il ne faudrait pas non plus qu'on tombe de l'arbre comme ça. On l'a dit quand les images sont sorties, il y a plein de grands patrons qui ont vu ça et qui vivent des conseils d'administration dans divers secteurs où il y a beaucoup d'argent, qui vous disent qu'ils ont connu des situations bien plus violentes. C'est très léger, même. Et des grands patrons beaucoup plus tyranniques. Moi, ce qui m'a marqué dans ce doc, c'est pas la personnalité de Nasser El-Khelaifi. Finalement, c'est celle d'un dirigeant qui a beaucoup de responsabilités et qui peut être... cassant. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le document qui est présenté sur l'armée numérique. Ah oui. Qui a eu des mails qui est circulé, des écrits pour mettre en place ce système. Bon, je pensais que ça pouvait être possible. Mais là, c'est une plaquette, en fait. C'est-à-dire qu'il y a... Récapitulatif des attaques. Il y a toute la charte graphique, on a l'impression que c'est la présentation de l'effectif. Il y a toute la charte graphique du club et, point par point, sont détaillées les manières dont on va détruire la vie des gens sur les réseaux sociaux. Alors ça c'est un document qui m'a vraiment marqué et que je ne pensais pas pouvoir exister. Il y a Monsieur Lapalu. Monsieur, j'imagine. À propos du doc, on parle du conflit d'intérêts PSG BeIN. Pourtant, on n'a jamais parlé de conflit d'intérêts quand Michel Denisot était patron et travaillait avec Canal, président du PSG, sous Canal diffuseur à l'époque. On est basculement, donc fin des années 80, début des années 90 jusqu'en... Mais que le conflit d'intérêts ne soit pas l'exclusivité de la Ligue actuelle de foot, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais le conflit d'intérêts, il devient problématique en fait quand il porte préjudice à la Ligue. Enfin, Michel Denisot, du temps où il dirigeait le Paris Saint-Germain, il n'était plus à Canal. Il était sorti de Canal pour aller diriger le Paris Saint-Germain, qui effectivement était une filiale de Canal. Et il siégeait c'est Michel Denisot, mais c'était Canal. Peut-être que je dis une erreur. Il ne siégeait pas au conseil d'administration de la Ligue, je ne crois pas. Mais là, il y a un préjudice grave. J'y étais, mais le patron du PSG à ce moment-là, c'était pas Michel Denisot, c'était Pierre Lescure. Michel était président délégué et était patron de Canal. Comment il le vivait, Canal, par rapport à ça, justement, cette double casquette? Mal? Un peu embarrassé? Moi, j'étais au départ à Canal et après au PSG. Et je pense que le club le moins bien vu de toute la Ligue 1 à l'époque à Canal, c'était le PSG. Oui.
les relations entre Canal et le PSG Le service des sports étaient très compliquées. Ouais, il y avait le conflit Charles Bietri, Michel Denisot. Un enjeu en soi. Mais sur le conflit d'intérêts d'aujourd'hui, quand même, il y a un truc très intéressant dans la réunion, c'est quand Benjamin Morel prend la parole au tout début. Ben Morel, voilà, exactement, comme l'appelle Nasser. Et il dit, on a l'offre de DAZN de 400 millions, et on a, pour le dernier match, l'offre de beIN de 100 millions, et on a un autre broadcaster, il ne dit pas le nom, qui va peut-être arriver. Mais je dois vous prévenir, l'offre de beIN n'est absolument pas compatible, et il cite une dizaine de points d'incompatibilité quand même, avec l'offre de DAZN. Alors il faut qu'on réfléchisse. Et là, tout de suite, c'est ça qui énerve Nasser, qui remet sa casquette de président de beIN. Et donc, ce qui est problématique par rapport à la situation passée avec Canal, c'est que là, le conflit d'intérêts, il est au détriment de la Ligue. Parce que cette solution, elle a été choisie. On sait que le contrat, il a mis des mois à être signé, que l'argent, il a mis des mois à être versé, parce que justement, il y avait des points d'achoppement entre DAZN et beIN. Et Oulgourian, qui a été la personne la plus sensée, je trouve, dans la réunion, a dit, est-ce que ça serait pas bien qu'on donne tous les matchs à DAZN, on gagnera moins, mais ils pourront avoir un prix d'abonnement, voilà, on leur dit d'avoir un prix plus attractif pour avoir plus d'abonnés. On est intéressé s'ils arrivent à avoir plus d'abonnés et on a tous les matchs au même endroit, on pense aux consommateurs. Il n'a absolument pas été écouté, il s'est fait souffler dans les bronches, comme Benjamin Morel d'ailleurs, qui a été tenu pour responsable par Nasser. Quand on fait un bilan donc, sur les années Nasser au Paris Saint-Germain, on fait un bilan objectif. Dans la colonne positif, vous avez fait un mime, le flouze et tout ça. Vous dites quoi? Vous dites que finalement, c'est une entreprise industrielle incroyable, une marque incroyable qui génère profit. Quand vous écrasez les mouches avec un maillet, c'est pas une réussite extraordinaire non plus. C'est des moyens tellement démesurés que la réussite sportive, elle est relative. Je pensais que vous avez branché sur le terme économique. Tu aurais pu mettre n'importe quel de ses amis, l'émir, ça aurait marché pareil. Quoi. Avec le pognon qu'il y avait, oui, je pense qu'il aurait été champion de France tout pareil. Voilà. Et puis pour l'instant, il n'y a pas eu encore de. Mais par contre, non. Sur la marque PSG. Oui, voilà, le développement de la marque, c'est sûr. Voilà, ça c'est à mettre à leur actif. Mais moi, je refuse d'analyser et c'est pour ça que le débat nous renvoie avant. Pour moi, le Paris Saint-Germain n'est pas un club de foot. Voilà, il y a une équipe de foot qui s'appelle le PSG, mais le club, c'est pas un club de foot, c'est un outil d'influence. Appelez-le, je sais pas, c'est un lobby, appelez-le comme vous voulez, mais c'est pas un club de foot. Alors, j'ai une image à vous montrer. Fermez les yeux. Il y a à peu près un peu plus d'un an, il y a le centre d'entraînement ronflant, rutilant, le campus à Poissy. Est-ce que ça marque quelque chose où finalement il y a du business, mais tout d'un coup il y a quelque chose comme un esprit club qui vient, ils ont enfin compris, enfin ça faisait longtemps, c'est sorti de terre, je ne sais plus combien, ça a coûté 350 millions d'euros. Regardez, c'est flambant. Mais ça, est-ce que ça marque quelque chose d'une nouvelle ère où finalement il y a du business, c'est lié à un club? Est-ce que voilà, cet outil-là permet de positionner en termes de club sportif. C'est une identité. Moi, dans une autre vie, j'ai été... Au camp des loges? Non, mais au Milan AC. Ah oui, pardon. C'est vrai que la première fois que je suis arrivé à Milanello... Le Milan Lab, là, je me suis dit, mais... Ça me paraissait incroyable. Alors que maintenant, ça paraît presque un peu désuet, mais d'avoir amené ça... Il faut quand même savoir qu'à l'époque où j'étais directeur sportif du PSG, la réserve s'entraînait sur un terrain stabilisé. Les jeunes aussi, il y avait véritablement... On était très très en retard au niveau des conditions d'entraînement, très en retard. J'ai un autre exemple, c'est Nasser Al-Khelaifi le jour de la nomination de Luis Enrique. Qu'est-ce qu'il nous dit? Luis Enrique, c'est un nouveau coach, un nouveau cycle, de nouvelles ambitions, une nouvelle version de jouer et un nouveau style de jeu offensif. On veut prendre du plaisir quand on regarde notre équipe, pour les supporters, pour vous, médias, c'est important. Je me disais, en fait, avec ce choix-là, Luis Enrique, qui devient payant là, depuis 2025, on sent qu'il y a quelque chose. Est-ce qu'il a appris de ses erreurs? Est-ce que Nasser Al-Khelaifi a enfin mis... Ça, je n'y crois pas un instant. Pas du tout. Je pense que on est à un instant T de l'histoire du Paris Saint-Germain. Si Luis Enrique, pour une raison ou pour une autre, ça se banane cette saison et que la saison suivante démarre pas bien, qu'il puisse y avoir un conflit, un machin, ça peut repartir du jour au lendemain, c'est-à-dire on dégage Luis Enrique. Ah ouais. Et il peut y avoir une petite voix venue de Doha ou d'ailleurs qui dit vous voyez bien votre politique de jeunes, de machin, il faut reprendre des stars, des trucs. Je
Je pense que l'histoire du PSG, elle a été comme ça du début à la fin. Philippe, cette année, là, aussi bien au moment où on n'était pas encore... Il y a eu le projet machin. Et Philippe, cette année, au moment où, en Ligue des Champions, c'était un petit peu tendu, il a été soutenu, Luis Enrique, par Nasser Al-Khelaifi. En coulisses, je ne sais pas, peut-être Benjamin. Mais là, pour le coup, en fait, quand tu n'as pas de joueur star, tu vas pas virer ton entraîneur star, après, tu n'as plus rien du tout. Quoi. Ah oui, mais c'est là où tout a changé, c'est qu'il n'y a plus personne qui appelle quand même directement Nasser pour lui faire part de... Non, mais leur grande force, l'image de marque. Leur grande force, l'image de marque dont parlait Stéphane, le fait qu'ils aient une boutique au Japon, une boutique à New York, etc. Mais ça, c'est du business. Moi, je voulais vous brancher sur le sportif. Oui, mais justement. 13 ans après, parce que finalement, c'est enfin un club de sport. Mais c'est là où je voulais en venir. Le sportif, aujourd'hui, il peut être cohérent parce qu'ils ont bâti leur image de marque avant avec Neymar, Mbappé, Messi, mais surtout Beckham, etc. Il y a eu ce développement vraiment économique exponentiel et marque mondiale avec des supporters partout. Valorisé à plus de 4 milliards de PSG. Aujourd'hui, là, il y a un projet sportif cohérent. Ouais. C'est l'un des premiers depuis le premier recrutement de Leonardo avec Thiago Silva, Thiago Motta, etc. La valorisation du PSG, un détail la valorisation du PSG, elle est faite par rapport à l'entrée d'un actionnaire minoritaire dans le club. Et l'actionnaire minoritaire, il appartient au Qatar. Donc la valorisation du PSG, elle est quand même très... Qui mettra 4,5 milliards aujourd'hui pour acheter le PSG? Bon, je voudrais bien le reconduire. Il a acheté 100 millions en 2 fois, 100 millions. C'est sûr qu'il même si ça vaut la moitié, on est passé de 100 millions à 2, quoi. À 2 milliards. Non, mais à 2 milliards, bien sûr, non, c'est énorme. Et au-delà du campus... Un truc aussi dont on n'a pas parlé, c'est le Parc des Princes, c'est exceptionnel. Exactement. Ils ont transformé un stade c'est magnifique. Quand on voit aujourd'hui les recettes billetterie qui sont les deuxièmes l'année dernière, les deuxièmes en Europe, alors que c'est un stade qui ne fait pas 50 000, ça veut dire qu'il y a un travail aussi à ce niveau-là qui est colossal. Le prix des places est le plus Il est devenu populaire, ce club, chez les mômes, depuis 3 mois. Alors peut-être qu'il y a 6 mois, on aurait eu un autre discours, mais sur les 3 derniers mois, c'est devenu un club qui plaît. C'est peut-être l'effet du basculement.